Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Lakzali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matierd. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mégane. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, merci, et toi ? Ça va très très bien. Je te remercie de venir aujourd'hui nous voir pour un sujet très inquiétant, nurturing. Tu m'as dit, vas-y, ce sujet, on va l'aborder. En tout cas, merci de venir nous parler de ça. Mais avant, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi et ton parcours, ou aussi te présenter peut-être de la manière que tu veux. Tout à fait. Écoute, j'avais pas prévu une présentation drôle particulière, donc ça va être une présentation très classique. Donc du coup, ça fait 10 ans que je suis dans le marketing et 2 ans que je suis Head of Marketing chez Figures. Donc du coup, on est un SaaS, gestion de la rémunération. Et auparavant, en fait, j'ai fait 7 ans dans le B2C. Donc j'ai fait vraiment un virage à 180. J'ai voulu un peu découvrir ce qui était un peu le monde merveilleux du B2B. Et donc me voilà maintenant, après 2 ans à la tête du marketing chez Figures, pour parler du nurturing. Et justement, en plus, pourquoi le nurturing me passionne, entre guillemets, c'est parce que aussi, quand j'étais dans le B2C, notamment chez Home Exchange, j'ai beaucoup travaillé l'emailing. C'est quelque chose que j'ai travaillé aussi chez Cdiscount. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pensé. Donc me voilà maintenant pour essayer de transmettre un petit peu. Ok, c'est intéressant que tu parles de B2C, c'est-à-dire que c'est là où tu as été confronté la première fois un peu à ces sujets. Oui. C'était comment ? Est-ce qu'aujourd'hui tu vois une distinction, une différence entre un peu le modèle B2C du nurturing versus le B2B ? Je dirais que le B2B, il y a déjà toute cette partie où il n'y a pas d'achat d'impulsion vraiment. Donc il y a beaucoup plus de travail, d'éducation, de donner des contenus gratuits. Et donc le cycle est beaucoup plus long de nurturing versus ce que je voyais en B2C où en fait c'est beaucoup plus simple quand tu as un produit qui se vend à 100 €, d'avoir un achat d'impulsion après 2-3 emails. Donc moi c'est la grosse différence que je vois en tout cas entre les deux. Ok, donc le côté activation rapide, on va dire. C'est ça, ouais. Ok, c'est dû à quoi ? C'est le côté pur cycle de vente qu'on retrouve beaucoup plus dans le B2B, c'est un peu fondamentalement ça. Ça, et aussi que dans le B2B, de temps en temps, tu es confronté à des leads que tu captures et que, du coup, que tu nurtures, qui ne sont pas forcément les buyers, qui vont être des influenceurs. Donc le temps que tu les éduques, etc., et que ça arrive, à un moment donné, peut-être le problème arrive ou le besoin arrive et que ça arrive aux oreilles du buyer, c'est beaucoup plus long que quelqu'un B2C qui s'inscrit à une newsletter. En fait, voilà, c'est déjà lui le potentiel buyer. Ok, très clair. Du coup, ce qu'on peut faire peut-être, c'est de définir déjà, selon toi, ce que c'est que le lead nurturing ou le nurturing tout court, pour qu'on comprenne un peu c'est quoi pour des gens peut-être qui entendent le terme pour la première fois. Oui, alors le lead nurturing, je pense que chacun a peut-être sa définition, comme beaucoup de concepts marketing. Pour moi, c'est vraiment le fait d'éduquer et de faire rentrer des leads et des potentiels prospects dans un cycle afin de leur donner du contenu de valeur ajoutée. Moi, c'est vraiment ça ma définition du lead nurturing. Ok, du coup, si je reprends un peu la mécanique aujourd'hui, le lead nurturing, c'est quoi ? C'est des outils qu'on met en place ? C'est une méthodologie ? Si tu veux peut-être nous parler peut-être plus concrètement d'une boîte où tu as fait ça. Oui. C'est comment on démarre le lead nurturing selon toi ? Oui, très bonne question. J'ai parlé du cas de chez Figures. En fait, généralement, déjà, en premier lieu, il faut capturer des emails parce que si tu as des cycles de lead nurturing, personne à qui mettre dedans, c'est assez compliqué. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est soit passer par des lead magnets,
donc des contenus, des e-books, des livres blancs, etc. Soit passer par exemple par des webinars, où là on prend toute la liste des personnes qui se sont inscrites, etc. Donc une fois qu'on a cette bonne base d'emails, c'est toute la création d'un cycle, d'une séquence d'emails avec, ce qui est important, c'est d'avoir des emails de bienvenue, d'avoir des emails un peu où on se présente aussi. Ça, c'est un des emails qui fonctionne le mieux. Je dirais, moi, dans ma boucle de nurturing, c'est vraiment l'email où je me présente tout bêtement pour dire qui je suis et ce que je vais faire, en fait, entre guillemets, avec leur email. Leur dire, voilà, moi, je vais vous envoyer des contenus qui parlent de rémunération, etc. N'hésitez pas à me dire, à répondre à ces emails. Je réponds à tous mes emails. Si vous avez des sujets qu'on voudrait qu'on aborde, etc. Ça, et ensuite, c'est vraiment de donner du contenu à valeur ajoutée. Et le but premier, ce n'est vraiment pas de vendre. Il faut vraiment enlever cette idée de l'esprit. Il ne faut pas, au bout de 3 emails, on va se dire, allez, on va mettre un lien pour un commercial, etc. Non, c'est vraiment juste, on donne du contenu gratuit. Et justement, c'est pour rester dans la tête du lead et d'être perçu comme vraiment quelqu'un qui est expert sur son domaine, parce que on partage du contenu qui a vraiment de la valeur ajoutée. Et le jour où potentiellement il a ce besoin-là, il pensera à nous. S'il pense à nous, tant mieux. S'il pense pas à nous, tant pis. Mais en tout cas, au moins, on aura fait notre job de partager du contenu de valeur. Il y a un takeaway qui est intéressant que je vais vite récupérer et poser plus de questions là-dessus, et un autre par la suite. Tu dis tu te présentes, oui. C'est-à-dire que tu as une approche où tu rends ces emails qui sont globalement un peu automatiques dans leur copywriting comme étant des emails, on va dire, personnels. C'est ça. Tu ouvres la porte à une forme de réponse à vos leads ou à vos clients. Tu peux m'en dire un peu plus? C'est quoi? C'est un copywriting que tu as travaillé, retravaillé pour que ça te donne un peu cet air-là? Tu te présentes pas, j'imagine, à chaque fois, tu te présentes dans la séquence. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette mécanique? Oui, déjà j'ai essayé de faire en sorte que les emails, donc déjà en fait j'ai dans ma séquence de nurturing, donc j'en ai une parce on est en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, j'en ai fait une en anglais et une en français, et en plus j'ai une séquence de nurturing qui est basée selon les contenus qu'ils ont consommés. Donc par exemple s'ils étaient un webinar, j'ai une séquence qui est spécifique webinar. Si c'est un e-book sur les grilles de salaire, voilà, etc. Donc j'ai je pense une dizaine à peu près de boucles différentes. Après, le contenu est peut-être pas forcément radicalement différent, mais par exemple, s'ils ont participé à un webinaire sur les grilles de salaire, en fait, ça va être que sur les grilles de salaire, et après, on va un peu étendre. Après, idem sur les différentes branches. Et donc, en fait, j'essaye d'avoir vraiment des emails. En fait, comme moi, je reçois aussi beaucoup d'emails, j'essaye d'avoir des emails qui, moi, me feraient plaisir à lire, et vraiment... c'était vraiment un test et finalement ça marche, donc j'ai pas à changer la forme, où vraiment c'est straight to the point. Vraiment c'est vous avez participé à tel truc, en continuant sur le sujet je vais prendre les grilles de salaire, voici un des derniers guides qu'on a écrit, etc. Vraiment 2 phrases. Au début je me disais c'est peut-être un peu trop court, etc. Et en fait ça marche très bien. 2 phrases? Ouais, franchement il y a bonjour, 2 phrases et bonne lecture, voilà. Et donc ça... Il y a un call d'email, mais en fait... C'est ça. Okay. Et donc du coup, c'est dans l'email numéro 2, où en fait, c'est un qui est vraiment le plus ouvert, et c'est celui où j'ai le plus de réponses. Et c'est... je ne sais plus exactement l'objet, mais je crois que c'est... j'ai oublié de me présenter. Chose comme ça, et donc les gens ouvrent, et en fait je dis moi c'est Megan, je suis Head of Marketing chez Figures, et je vais vous envoyer des contenus, je dis à peu près la fréquence aussi, tous les X jours, sur la rémunération. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de tel ou tel sujet, et au fait, pour rappel, Figures, si vous savez pas ce que c'est, et je mets une petite vidéo de présentation, ils cliquent pas, voilà, mais absolument pas vendeur, c'est juste pour leur montrer un peu ce qu'est Figures, parce que de temps en temps en fait on fait des webinars avec des partenaires. Et en fait, on arrive que ces gens-là tombent dans notre boucle de nurturing, et donc du coup, potentiellement, ils savent pas vraiment qui est Figures. Donc, au moins, je mets les bases. Et ensuite, après, la boucle continue comme ça, avec des contenus qui sont basés un peu sur ce qu'ils ont déjà consommé. Et après, une fois que cette boucle est finie, je les remets dans une seconde boucle, 60 jours après. Une autre boucle encore pour continuer à leur donner du contenu. Et en plus de ça, en fait... quand ils ont fini les différentes boucles de nurturing, en fait, je fais en sorte qu'il y ait tout le temps, en fait, qu'on reste justement top of mind, parce que je peux pas faire des boucles de nurturing pendant 2 ans à l'infini. Mais de copywriter. Oui.
Et donc, en fait, ce que je fais en sorte de faire, c'est vraiment qu'ils reçoivent, je pense, environ 2 mails minimum par mois, parce qu'on fait toujours un event, que ce soit physique, que ce soit online. Donc, ils reçoivent cette invitation-là. Ces mails-là fonctionnent beaucoup et c'est notre source principale, d'ailleurs, en termes de registrations sur les webinars ou même sur les événements. C'est vraiment les emails. Et en plus de ça, j'envoie une newsletter. Une newsletter qui est labellisée, je dirais, market, pas du tout produit. Et pareil, c'est pas du tout pour vendre figures. Et cette newsletter-là fait des très très bons scores parce qu'on est sur des leads qui sont froids, je dirais. Hein. Donc c'est quand même des gens, c'est pas du tout des opportunités, des deals, des clients. Et on est sur des taux d'ouverture à plus de 30%. Donc on est sur du 35%, sur du lead assez froid. Pareil, en termes pareil de unsubscription rate, on est très très bas. On est à moins de 0,5% sur une base de, je dirais, 16 000 à peu près personnes. Et en fait, voilà. Et en fait, cette newsletter-là, c'est vraiment tous les mois, elle est toujours construite pareil. C'est, en fait, on va pousser peut-être 2 articles de blog où on va un peu détailler, voilà. Enfin, on a des articles, on a la chance d'avoir des copywriters qui sont très très bons, qui nous font des très bons articles de blog. Donc, on pousse ça. Et ensuite, ce qu'on pousse, ça va être un événement, un webinar, un replay, voilà, vraiment un contenu à valeur ajoutée, mais sans que tu aies à re-remplir, tu vois, des choses que tu m'as déjà donné tes infos. Donc, voilà, un livre blanc d'accès gratuit, un replay et autres. Et après, je vais faire vraiment toute une partie de qu'est-ce qu'on a vu en fait. C'est une newsletter mensuelle. Qu'est-ce qu'on a vu durant ces dernières semaines qui nous a vraiment plu sur le monde de la rémunération. Donc, ça peut être des articles d'autres sites RH. Ouais. De Forbes, de plein HR Business Review ou autres, et qui parlent justement de la rémunération, du gender pay gap, enfin toutes ces problématiques qu'on aborde déjà en fait et qu'on n'a pas abordé nous. C'est ce qu'on pousse. Et en fait, ça, c'est une newsletter qui fonctionne très très bien. Où là, voilà, on a beaucoup plus de texte. On n'est pas sur 3 phrases. On est un peu plus aussi marketing, tu vois, genre côté design. Voilà, on met les formes. Elle est assez jolie en plus d'être bien. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment une newsletter qui fonctionne très bien et à laquelle on pousse à tous les gens qu'on pousse dans le nurturing et qu'on pousse en plus, on peut s'inscrire dessus directement sur le site internet. On a pas mal d'inscriptions et on pousse aussi l'inscription à la newsletter sur les articles de blog et c'est une des façons par laquelle on récupère le plus justement de nouveaux inscrits, c'est sur les articles de blog. Parce que justement nos articles de blog sont quali, on met les moyens pour avoir des bons articles. Très pertinent et intéressant. Juste pour rebondir sur l'aspect concret pour les auditeurs, tu disais sur le 2e mail au tout début, c'est toi qui te présente. Oui. Donc, est-ce que tout part de ton email personnel ou ça part de hello, arrobas? Il y a toujours ce sujet Oui, de c'est ça. contact personnel. C'est ça. Alors en fait, justement au début, ça partait de mon adresse perso. Après, on a eu des soucis de délivrabilité email, les soucis classiques, je dirais, en marketing. Et donc, en fait, on a fait un sous-domaine. Mais en fait, le sous-domaine impacte quand même le domaine principal. Oui. Donc, finalement, c'est pas... Voilà. Donc, en fait, pour te répondre, selon les emails, je mets... Donc, il y a cette hello@news.figures.fr. Mais le nom de la personne qui envoie, c'est Megan de Figures. Donc vraiment là je personnalise et voilà, donc c'est ils savent et en fait on avait fait des tests et ça marche. Le hello c'est Megan. C'est ça. Ah ok, je vois. Ouais. Donc c'est vraiment moi qui l'envoie et en fait selon les emails, donc typiquement tu vois l'email de présentation, le reply to est à mon adresse perso. Donc si les gens répondent directement, ça me renvoie. Donc ça c'est par exemple pour la newsletter que j'envoie à 16 000 personnes, ça je mets pas forcément, sinon je vais me faire avec tous les out of office et etc. Donc ça en fait ça va sur l'autre boîte mail qu'on check aussi parce que forcément peut-être t'as 2 mails ou boîte mail là. Oui. Okay. Et mais donc voilà, donc en tout cas j'essaye justement pour que ce soit tu vois, que ce soit pas des paroles en l'air et que les gens disent ah oui ok. C'est pas l'équipe Team Figures. Non c'est ça, non c'est vraiment moi. Ouais. Parce que tu considères que ça joue un peu en termes de connexion par rapport au contenu. C'est ça, et puis en plus, j'ai quand même souvent des réponses. On peut je sais que moi, la première, je réponds jamais aux emails que je reçois. Bah oui. Peut-être parce que je suis dans le milieu et donc je sais pas. Mais en tout cas, je reçois souvent des réponses et je mets un point d'honneur à répondre assez rapidement. Okay. Et je pense que, après, je pense que eux, ils doivent se dire que c'est normal, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est une best practice
Et ça joue certainement pour avoir un peu de proximité, parce que je sais que j'ai des clients qui, de temps en temps, m'écrivent, ou des prospects pour justement me dire « Ah bah tiens, tel contenu, voilà, ce serait bien d'avoir un peu plus sur ce sujet-là ou autre. » Et c'est vrai que je me dis s'il n'y avait pas cette relation-là, et si c'était une adresse email générique, et si je répondais jamais, peut-être qu'il n'y aurait pas ce lien qui se crée. Concernant le format, Oui. Il y a beaucoup de sujets en ce moment, notamment, on a peut-être l'occasion d'en parler, de la règle des 0,3%, non, des 3%. Je précise pour les auditeurs, depuis ce début d'année, il y a une histoire de tout ce qui est email, notamment de la part, en tout cas dans l'écosystème Yahoo, Google, ou si tu as un ratio, si je n'ai pas le chiffre exact, mais si tu es au-delà d'un ratio de gens qui te déclarent en spam, ça dégrade vachement ta délivrabilité. Et parmi les sujets que je vois un peu, puisqu'on va en parler, tu as parlé toi-même de la délivrabilité, vous êtes allé sur du subdomain comme une partie de les solutions, mais quand même pas si efficace que ça, parce qu'il faut compléter. Commençons un peu sur ce sujet de comment faire en sorte que le nurturing arrive chez les gens. Le format, est-ce que c'est un format HTML que tu utilises? Est-ce que c'est un format non HTML mais avec un code couleur? Parce que je vois aussi, il y a des newsletters qui maximisent plus les couleurs, mais il n'y a pas d'HTML. On dirait un email. Je dis ça parce que tu as dit deux phrases, donc je me suis dit, est-ce que il y a une petite tips? C'est quel format? HTML, texte, quoi? C'est texte pour nurturing, c'est du texte. Et pour la newsletter, par contre, là, comme je te disais, c'est beaucoup plus design et HTML. Après, moi, je vois pas de différence en termes, après, parce qu'on a aussi pas mal warm-up aussi notre domaine, etc. Ouais. Mais en tout cas, là, maintenant que tout est fait, que tout est mis en place, je vois pas du tout de différence en termes de délivrabilité entre les deux. Ni en termes d'open rate, ni en termes de clics. Enfin, vraiment, c'est pas du tout. Pas votre HTML, il est léger, il est lourd, c'est beaucoup d'images, vous faites du, je sais pas. Non, on essaye c'est assez léger quand même. Okay. Donc c'est surtout des couleurs. Donc voilà, on va faire en fait des blocs de couleurs un peu dans la newsletter pour distinguer. On va mettre quelques images, mais on va peut-être en mettre peut-être 2 par email. Donc voilà, on essaye de pas... Après, forcément, on a le footer aussi qui est un peu plus designé, donc là, c'est une image. Mais sinon, voilà, ça reste quand même assez... Peut-être qu'aussi, c'est pour ça, c'est parce qu'on reste assez léger en termes de design et on n'en met pas non plus partout. Il faut aller plutôt vers quoi? Vers des bases opt-in, généralement, quand on fait du lead nurturing, parce que, autant les newsletters, les gens eux-mêmes donnent leur email. Autant, si je comprends bien, il suffit que je m'inscris à Figures. Je vais continuer à le dire en English. Et j'imagine, je rentre dans une boucle, ou bien tu demandes quand même aussi un opt-in. Voilà, juste pour comprendre, est-ce qu'il faut tenter constamment d'opt-in tout le monde ou pas trop? Alors en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que quand tu télécharges un e-book ou que, par exemple, tu t'enregistres sur un webinar ou autre, déjà, en fait, tu opt-in à recevoir des communications de Figures. Okay. Donc déjà, l'opt-in est là et on ne le redemande pas. Après, il y a aussi qui tombent dans les boucles de nurturing des gens qui, par exemple, ont demandé une démo et n'ont jamais booké la démo. Et en fait, ces gens-là, du coup, tombent après dans une boucle de nurturing spécifique. Et en fait, c'est pareil, quand tu demandes une démo, du coup, tu acceptes d'avoir des communications. Et donc, en fait, le seul moment où on target des gens qui, dans tous les cas, n'ont pas opt-in de près ou de loin, c'est dans tout ce qui est cold emailing. Et là, dans ces cas-là, on target que des emails professionnels avec un lien des inscriptions. Voilà, on fait les choses by the book. Mais voilà, c'est les seuls moments où on target les gens sans opt-in. Mais sinon, voilà, quand ils ont opt-in une fois, on leur redemande pas à nouveau. Okay. Et en tout cas, je vois pas de gros, tu vois, taux de désinscription. Tu vois, si je voyais des taux supérieurs à 1 ou 1,5, je me poserais la question et je me dirais, en fait, voilà, je target des gens qui n'ont pas envie d'en savoir plus sur moi. Et c'est pas le cas. Donc, pour le moment, tout va bien. Ok. Donc, globalement, un bon taux d'ouverture. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, tu penses que les gens lisent les newsletters, tout ça? Est-ce que, parce que je pars de moi, par exemple, si je pars de moi, c'est vrai, je suis abonné à pas mal de newsletters, je lis l'objet, j'ouvre, je vais lire les 2-3 premières phrases, je vais soit scroller, soit quitter. Le marketeur derrière qui m'a envoyé cette newsletter, il se dit 30%, 35%, 40%, machin.
mais est-ce que j'ai vraiment lu cette newsletter? Est-ce qu'à la fin, c'est moins le fait de lire ou bien c'est plus ce que tu as dit tout à l'heure? Et là, je te laisserai un peu m'en dire un peu plus sur est-ce que c'est juste du top of mind, le but, et pas nécessairement de s'assurer que tout est lu concrètement? C'est une bonne question. Déjà, il y a HubSpot aussi qui nous est, qu'on est sur HubSpot. Ok, ça j'allais venir, mais c'est très bien. Voilà. On est sur HubSpot et en fait, ils te mettent pour chaque email, justement, est-ce que ça a été parcouru, est-ce que c'est skimmed, etc. Donc du coup, en fait, tu vois le temps de parcours et si les gens ont scrollé et autres. Donc ça, c'est super intéressant. Ils arrivent à faire ça? Écoute, je ne sais pas comment ils font ça. Ok. Mais ils arrivent à le faire. En tout cas, ils donnent des chiffres pour. Je ne sais pas à quel point il faut le prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que je regarde justement. Parce que je regarde aussi où les gens ont cliqué. Ça, c'est quelque chose aussi qui me permet aussi de voir quels sont les articles qui les ont plus intéressés. Des fois, en fait, moi, il y a des articles qui me semblent super intéressants pour moi. Et en fait, je me dis, en fait, ça les intéresse pas du tout. Et donc, du coup, je me dis, pour les prochaines, je parlerai pas trop de ça. Et donc, en fait, on voit. Et je dirais que dans ceux qui ont ouvert, je crois qu'on est à 30 ou 40% de gens qui ont vraiment lu, en tout cas passé du temps. S'ils ont lu, je sais pas, mais ils ont passé du temps. Peut-être qu'il était resté ouvert, ils sont partis en pause-déj, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour ça, et pour revenir à ta seconde question, est-ce qu'on veut être top of mind ou est-ce qu'on veut vraiment que les contenus soient lus? Je dirais que vraiment, c'est peut-être naïf de ma part, mais je mets vraiment beaucoup de cœur justement. C'est peut-être pour ça que mes boucles marchent, mais je mets vraiment beaucoup de cœur. Enfin, c'est pas écrit par, tu vois, par l'IA ou c'est pas, voilà. Enfin, il y a mon adresse mail, etc. Pareil, les contenus, c'est des contenus que vraiment on fait, comme je disais, on a des contenus de qualité qui sont vraiment curated, comme on dit, tu vois, pour les gens. Donc, j'aimerais qu'ils les lisent. Après, s'ils ne les lisent pas, y a pas de souci. Et le fait de rester top of mind me va aussi très bien. Mais c'est vrai qu'on fait tout, en tout cas, pour que les articles soient le plus intéressants possible. On les change aussi régulièrement dans les boucles de nurturing. C'est pas des boucles qui restent comme ça ad vitam aeternam. Je dirais que tous les 2-3 mois, je change avec des contenus un peu plus actuels, etc. Je regarde les performances, j'optimise. Donc voilà, j'espère en tout cas que le maximum lise, mais après, comme toute boucle de nurturing, on voit que les performances diminuent au fil de la séquence, qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, voilà, on mise aussi sur la newsletter pour ça. Très clair. Aujourd'hui, dans tous tes dispositifs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, wow, ça marche très bien tout le temps en termes de contenu, quand tu le mets un peu dans la sauce nurturing, parce que tu m'as parlé de webinars, des newsletters, des articles de blog, peut-être vous avez de la vidéo de temps en temps. Qu'est-ce qui marche quasiment systématiquement, ou bien même si tu veux peut-être étaler la réponse, qu'est-ce qui, selon toi, marche encore plus en 2024? Bonne question. Je dirais que ce qui marche le mieux, c'est, tu vois, là récemment, on a fait une newsletter, elle a vraiment pété tous les scores. C'est, je vais le traduire en français, mais du coup, c'est les 10 erreurs à ne pas faire lors de votre revue de salaire. Et en fait, ce genre de, tu vois, ça fait un peu, entre guillemets, putaclic, je sais pas ce terme, mais bon, voilà. Et en fait, les gens, ils ont vachement cliqué, et c'est un de nos articles de blog qui est même le plus vu, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui pourtant fait un peu saut 2020, ou je sais pas, mais c'est encore des contenus, je pense, qui sont un peu classiques, mais qui fonctionnent. Après, ce qui fonctionne beaucoup aussi, et on commence à développer de plus en plus, bon là, on dérive un peu de l'emailing, même si on invite les gens avec l'email pour ça, c'est tout ce qui est workshop. Des workshops vraiment concrets, actionnables, que ce soit sous forme de petits déjeuners ou d'after work, où on invite quand même assez à taille réduite, mais on est toujours un peu obligé de fermer les portes et on a beaucoup de demandes. C'est par exemple, le dernier qu'on a fait, c'est sur les grilles de salaire. Ça va être, va y avoir donc notre CEO qui est un ancien RH, et on va inviter un de nos clients. La dernière fois, c'était Mathilde Fontaine de chez Welcome to the Jungle. Et donc, en fait, on va parler des grilles de salaire concrètement, comment vous faites pour créer les niveaux, faire les fourchettes, l'écart entre les fourchettes, etc. etc. Donc vraiment quelque chose de concret, actionnable, donc pas juste quelque chose que tu écoutes, et voilà. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup, et on essaie de le faire aussi, dupliquer en webinar pour les gens qui n'ont pas la possibilité de venir ou qui sont pas à Paris ou autre. Vous mettez une caméra en mode live?
Non, après on le fait en live, Ah. on le fait en live où du coup on partage les écrans et autres. Ok. On n'a pas encore passé le step parce que bon, ça coûte Bah aussi oui. un peu d'argent, Ah donc ouais. on est un peu, voilà, j'ai Quand pas on encore. commence à produire la vidéo au podcast, je vois vite que ça va chiffrer. C'est ça. Hein. Donc j'ai pas encore ce budget marketing-là, Ouais. peut-être en 2025. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est un des formats qui vraiment fonctionne le plus Ok. et qui derrière en plus concrétise, enfin parce que du coup on va aussi parler, j'imagine, ROI derrière et Ah oui, pipeline bien et sûr. autres. Et donc en fait ça c'est un des formats qui marche beaucoup. Là on a fait un workshop il y a quelques semaines. Enfin oui, même c'était la semaine dernière. Et en fait juste après le workshop on a déjà eu 2-3 deals de créer. Donc en fait c'est tout bénef en fait parce que bah en fait c'était des T'as gens. dit workshop ou c'est petit déjeuner ou c'est la même chose? Oui, c'est ça. C'est C'est un la- workshop qui soit se passe en petit déjeuner, donc au début il y a un petit déjeuner, ensuite on enchaîne sur le workshop, Ouais. ou soit c'est en after work. On a testé les deux. Il n'y a pas de Ouais. préférence pour le moment. En termes d'attendees, enfin de personnes qui s'enregistrent, c'est pareil. En termes oui. de dynamique, oui. Ok. Donc c'est pas pour l'instant, écoute, pour l'instant c'est pareil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc oui, ça fonctionne très bien en termes derrière d'impact concret direct. Ouais. Bah, parce qu'en plus, comme on montre comment faire les grilles de salaire, forcément on va montrer un peu sur l'outil Figures comment on le fait. Donc en fait c'est vraiment la meilleure démo possible. Parce que là c'est vraiment une démo d'1h30 où tu as un Ouais. workshop concret. Et voilà, c'est pas de la démo déguisée, mais en tout cas, voilà, ça aide beaucoup à convertir. Bien sûr, et avec un bon petit croissant, on est encore plus motivé. J'imagine. Exactement. C'est très clair. Je vais te reparler après de tous ces formats petit-déj, parce Oui. qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est une extension de tous ces sujets. Oui. Lead nurturing, en plus, même à Mathilde, ça fait partie des sujets qu'on creuse. Donc, j'ai pas mal de questions là-dessus pour toi. C'est nouveau un peu format. J'ai l'impression, en tout cas, les gens reviennent Oui. vers non, mais je préfère qu'on se voit, tout ça. Même là, aujourd'hui, je pense que c'est plus agréable que de le faire à distance. En tout cas, l'enregistrement du podcast. Très, très clair. Donc, il y a des formats phares. J'ai l'impression que ce que tu décris aussi, c'est que tu as des formats par moment. Peut-être ce que tu veux dire aussi, c'est qu'en ce moment, aussi, Oui. ça marche très, très bien. Pour aller un peu sur le sujet de cette base, de cette segmentation, reprenons un petit peu dès le début, dans le sens où j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui viennent un peu des démos, d'autres des newsletters, peut-être d'autres d'un autre endroit. Tu m'as parlé tout à l'heure d'HubSpot, on va y revenir. Comment tu segmentes aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de séquences différentes. Est-ce que lead et client reçoivent la même chose? Est-ce que c'est connecté à ton pipeline au cas où le lead devient... Là, on va être un peu technique, mais sans trop. Mais j'aimerais bien un peu défricher ce côté segmentation lors du lead nurturing. Comment tu le gères? Oui, non, très bonne question, parce qu'en plus on a changé, j'ai changé assez récemment, parce qu'avant je segmentais beaucoup, et donc en fait j'envoyais à beaucoup moins de personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple tous les gens qui avaient demandé une démo et qui étaient peut-être en cours en fait en cours de cycle de vente, et un cycle de vente peut durer 2-3 mois, donc ça peut être long, ces gens-là je les targetais pas. Je me disais voilà, je le laisse vraiment aux sales et autres. Après tout ce qui est client, ils ont une newsletter mais eux vraiment produit avec les nouvelles features, etc., etc. Donc du coup ces gens-là pareil, je les targetais pas. Et du coup, à chaque fois, tu vois, par exemple, comme tu disais qu'il y avait quelqu'un dans le lead et qui créait un deal, donc qui devenait une nouvelle opportunité, automatiquement, en fait, il sortait de mes séquences. Okay. Et en fait, depuis, je pense, 1 mois ou 2, j'ai pas mal échangé avec des pairs et autres. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, très important, d'ailleurs, je ne saurais que le souligner. En fait, on m'a dit, mais élargis ta base, en fait. Enfin... Pourquoi tu te restreins à envoyer à 5-6 000 personnes? Fais un test, si ça fonctionne pas, voilà. Et en fait, du coup, voilà, donc j'ai eu un peu peur parce que justement, quand j'étais chez Home Exchange, on avait beaucoup de segmentation, on avait vraiment une hygiène CRM très, 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 très bonne, et ça m'a fait une bonne éducation, je dirais, CRM. Donc, du coup, j'étais pas trop... Enfin, ça contrevenait un peu à tous mes codes, à aller balancer et on va voir. Et en fait, ça a fonctionné. Comme je te disais, tu vois, la newsletter, on est passé de 6 000 à 16 000 personnes, taux d'ouverture encore plus élevé. Taux de clic pareil. Du coup, en quoi c'était différent? Parce que c'était un segment, si on peut être un peu plus concret. Oui, pardon, un segment... Oui. Et là, c'était tout le monde, ou c'était non, c'est juste tous les leads, alors que là, c'était des leads
2 démos, si je comprends bien, un truc comme ça. Ouais, en fait, avant, la newsletter était... Donc déjà, je ne l'envoyais pas aux clients. Parce que je me disais, bon, ils ont un product newsletter, même si c'est pas du tout le même, pas du tout le même sujet. Donc maintenant, je l'envoie, donc il y a les clients en plus. En plus de ça, en fait, moi, je targetais que les gens qui, du coup, les leads qui avaient au moins ouvert un email et un email assez récemment. Dans les, je crois, je prenais les 230 derniers jours, sachant que voilà, on a quand même RGPD, on a le droit de targeter des gens jusqu'à 2 ans, donc c'était quand même assez short. Donc je voulais vraiment une base vraiment active parce que j'avais peur justement de la délivrabilité, j'avais peur justement voilà d'avoir des gros taux de désinscription, de spammer les gens. Ça c'est ma hantise, de spammer les gens. Et donc en fait voilà, donc j'ai fait le test en enlevant ce trigger de en fait en ouvert au moins un email il y a 230 jours. J'ai juste je fais la base active depuis 2 ans, on est RGPD friendly. Mais en fait, du coup, ça ouvre plus de 10 000 personnes, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec l'envoi. Et j'ai été très, 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 très agréablement surprise. Donc, je vais continuer à leur envoyer cette newsletter-là. Mais donc, du coup, voilà. Donc, pour les cycles de nurturing, donc pareil, quand on m'a dit, ouvre ta base, pourquoi tu te limites aux gens vraiment actifs, j'ai fait pareil, en fait, pour le nurturing, où on m'a dit, en fait, les gens, du coup, qui ont demandé une démo, admettons, le cycle de vente dure, 5-6 mois, ces gens-là, en fait, du coup, ils reçoivent plus aucun email de ta part. Alors que, en fait, ils sont pas tous les jours en communication avec le sales. En fait, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est vrai. Et donc, en fait, on n'est plus du tout top of mind. Et donc, à tout moment, le projet drop, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, OK. Donc, en fait, ces gens-là, ils repartent dans les newsletters. Ils repartent aussi dans tous les emails que je te disais, les invitations aux événements. Ces gens-là, ils sont aussi. On les met pas dans le nurturing parce que ils ont déjà, pas besoin de les éduquer sur Figures et sur les sujets. Mais en tout cas, ils reçoivent nos emails marketing. Ok, donc je prends note de cette recommandation qui vient de base d'un père, mais qui au final tu as confirmé, qui est que ne pas hésiter à ouvrir, du moment que c'est plus ou moins pertinent, à ouvrir un peu à ta base. Oui, du moment que c'est RGPD friendly, que c'est pertinent, ne pas hésiter à faire un test. Au pire, si ça marche pas, réduire aux gens actifs ou autres, mais ne pas avoir cette peur-là que j'avais en fait, bêtement, non, mais en tout cas... qui n'était pas fondée. Très clair, tu parlais d'HubSpot. Oui. Et HubSpot, si je comprends bien, c'est un module marketing et un module sales. Aujourd'hui, ça veut dire quoi chez Figures? Je vais être obligée de rigoler à chaque fois que tu le dis. C'est le but. Est-ce que vous avez les 2 stacks qui sont interconnectés, j'imagine? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cet usage pour peut-être dans nos éditeurs, ceux qui utilisent HubSpot, peut-être qu'ils ont que le sales et pas le marketing ou l'inverse. J'ai l'impression qu'il y a une interconnexion entre les deal stage ou les lead status, comme ils appellent ça sur HubSpot, avec tout ce que vous faites en marketing, et il y a peut-être des automations. Oui. J'avoue que j'arrive pas à imaginer un monde où j'aurais que la partie marketing et les sales seraient ailleurs. Ouais. Parce qu'en fait, nous, donc tout est sur HubSpot, donc tous nos deals sont sur HubSpot, donc toute notre pipeline aussi est dessus. Comme tu disais, les lifecycle stage, lead status, etc. Et donc en fait, c'est vraiment pas obligatoire, mais c'est vraiment, j'arrive pas à imaginer un monde sans. Parce que du coup, en fait, on peut suivre tout. Par exemple, tu vois, moi, je peux voir, tu vois, typiquement par nurturing, je peux voir combien de contacts sont entrés dans le nurturing, combien d'entre eux ont créé un deal. Je peux savoir combien de pipeline ça représente par mois, de gens de pipeline indirect grâce aux emails, et c'est impressionnant. Chez Figures, on crée entre 130 et 150 cas de pipeline indirect grâce aux emails. Donc des gens qui sont passés dans nos boucles de nurturing qui finalement créent un deal X temps après via une paid ads ou autre. Donc du coup, l'attribution, en fait, nous on fait l'attribution, donc du coup, et pas forcément l'email, mais en tout cas on voit, et justement je traque ça pour voir justement l'impact des boucles de nurturing. Et donc en fait, pour revenir sur tout ce qui est sales et marketing, donc aussi on a des sales sequences, donc des séquences dédiées donc un peu pour les sales. Typiquement, par exemple, quelqu'un qui va demander une démo et qui va jamais booker la démo, en fait, c'est une sales sequence qui va le pousser à booker cette démo-là. Et en fait, l'interconnexion entre les deux, on va vraiment s'en servir, et on commence à s'en servir avec l'ABM. Du coup, pour jongler entre séquence sales et séquence marketing de nurturing.
Et en fait, sans HubSpot, enfin, tu vois, si on n'avait pas Sales et Marketing, les 2 modules, ce serait très compliqué. Il faudrait qu'on utilise plusieurs outils pour avoir d'un côté le nurturing marketing, d'un côté ce qui est sales, recouper les chiffres. Enfin, ce serait un enfer. Et en fait, là, d'avoir tout sur HubSpot, bon, HubSpot, ça a un coût, mais c'est vraiment fantastique pour suivre vraiment les perfs marketing. Et en fait, nous, au marketing, notre objectif principal, c'est de créer de la pipeline. Pour donner un peu un ordre d'idée, chez Figures, 75% de la pipeline est créée par le marketing. Très beau chiffre. Ah oui, et en fait, et justement, ceux qui disent le marketing ne m'apporte rien, bah, on a des chiffres clairs. Voilà. Et en fait, et justement, c'est pour ça, c'est vraiment primordial pour nous d'avoir justement les deals qui sont sur HubSpot. Parce qu'en fait, moi, je peux savoir de la source, je peux savoir ce qu'ils ont fait, tout le trajet. Et justement, moi, après, ça me sert pour créer mes budgets marketing, pour voir après tout ce qui est aussi ROI des différents canaux. Tout ça, c'est primordial. Très intéressant, surtout que tu as dit qu'il y a un aspect où tu as des gens qui sont dans le nurturing et rentrent par le paid. Oui, c'est ça. Oui. Mais tu es capable de dire, mais toi, je t'avais déjà vu avant que tu rentres par le paid. Ça va m'amener à un autre sujet vers plutôt la fin, on parlera de l'attribution, le ROI, tout ça. Vaste sujet, ça, l'attribution. À chaque fois, c'est la même histoire. C'est le truc en marketing qui nous casse la tête et chacun essaie de trouver une petite sauce secrète. Très bien. Maintenant, je veux juste comprendre les séquences. Ok, c'est interconnecté avec effectivement la sales pipeline. Comment tu gères ce switch entre séquences? Combien dure une séquence? Combien de mails par séquence? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté format parfait? Quel est le format parfait, en tout cas la taille parfaite d'une séquence aujourd'hui selon toi? Alors, je suis en train de faire des tests, mais là actuellement, ma séquence de nurturing fait 4 emails. Okay. Ma première boucle et ma deuxième boucle fait aussi 4 emails. Et après, comme je disais, voilà, on a à peu près 2 emails par mois. Donc voilà. 2 par mois. Oui, c'est ça, en plus des emails, des emails marketing. La séquence, avant, en fait, elle a été très courte. Pareil, en fait, moi, j'avais vraiment l'habitude du B2C, où, en fait, c'était des emails, presque le premier était 2 jours après, parce qu'on avait toutes ces problématiques d'activation, de profil, etc., d'urgence. Et donc, en fait, moi, j'étais restée un peu, comme j'ai appris l'emailing au B2C, j'étais restée un peu dans cette logique-là. Donc, les 4 emails partaient en 10-12 jours. Ah oui. Les performances n'étaient pas du tout mauvaises. Mais en fait, ce que je me suis dit, et j'ai fait le changement il y a un mois à peine, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, autant en fait, un peu faire durer le plaisir, je dirais. Et du coup, étaler mes emails. Et donc là, maintenant, je mets 14 jours entre chaque email. Okay. Ouais, donc là, j'ai beaucoup plus allongé. Comme ça, je me dis, voilà, ma boucle de nurturing dure plus longtemps. Parce qu'on ne sait jamais, admettons, il y a moins d'actualité un mois à Figures et donc du coup il n'y a qu'une newsletter qui part au lieu de 2 emails marketing. Comme ça on continue de rester un peu top of mind. Donc ça c'est ce que j'ai fait, à voir si ça fonctionne ou pas. J'ai pas encore les résultats parce que voilà, je viens juste de vraiment commencer à changer, donc je vois pas encore l'impact, je regarderai ça plus tard. Mais en tout cas voilà, moi c'est ce que je fais, donc j'ai pas de playbook. Je pense que c'était très très rapide pour une séquence B2B. Pour autant, ça fonctionnait. Peut-être que les performances seront meilleures pour celle-ci. En tout cas, à voir. J'avais entendu dire que des fois, c'est bien parce que souvent, chaque entreprise en tout cas l'équipe sales a une sorte de calcul de son cycle de vente. Oui. Tu te dis 2-3 mois. J'avais entendu dire que des fois, c'est bien de le caler sur ton cycle de vente. Si par exemple ton cycle de vente c'est 3 mois ou 4 mois, l'étaler. Est-ce que ça te paraît pertinent? Alors jusque-là, j'ai jamais vu quelqu'un me dire oui, je me cale exactement sur mes cycles de vente. Mais j'ai l'impression que tu vas vers ça parce que je sais pas quel est le cycle de vente par exemple de Figures en quelque sorte. J'essaye de ne pas rigoler, mais c'est compliqué. Je me suis juré de le prononcer en anglais comme il faut, donc je vais le faire jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un sujet vraiment d'espacement et d'alignement avec les cycles de vente ou selon toi non en fait? Parce que de toute façon, toi, ton travail, ce que tu es censé faire, c'est constamment nourrir, même au-delà, ce lead, ce prospect ou ce client. Ouais, non, c'est une bonne réflexion. J'ai jamais entendu parler justement de ça, se caler sur le cycle de vente.
Moi, vraiment, mon objectif, comme je disais, c'est vraiment de générer de la pipeline. Donc, en soi, officiellement, je dirais, une fois que le deal est créé, en fait, voilà, c'est plus dans mes mains. Officieusement, je fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il reste dans les boucles de nurturing. Mais je me cale pas du tout sur un cycle de vente particulier. Ok. Après, j'espace, effectivement. Donc, on commence à être de plus en plus sur le cycle de vente actuel, en tout cas en termes de fréquence et de contenu. Et pour rester sur la fréquence, alors tu m'as dit l'espacement, tu Oui. m'as dit le nombre d'envois, et en totalité, j'avais pas retenu, t'as combien de séquences en tout qui tournent? 2, 3? Alors, j'ai 2 séquences. J'ai un nurturing et un post-nurturing. Un post-nurturing. Oui. Ok. Donc, les deux font 4 emails chacune. 4, 4. Ok. 4-4. Et comme je disais, sont personnalisés. En fait, la première est ultra personnalisée selon le contenu. Et la seconde, en fait, est pas personnalisée parce qu'en fait, on a déjà évoqué beaucoup de contenu dans la première... Enfin, beaucoup de sujets dans la première séquence. Donc, la deuxième est un peu plus généraliste rémunération. Dans tous les cas, voilà, ça va leur convenir. Et donc, voilà. Donc, moi, c'est mes 2 séquences qui tournent en anglais et en français. Et après, en plus de ça, j'ai les emails marketing. Et en plus de ça, d'ailleurs, j'ai une 3e séquence que j'ai construite il n'y a pas longtemps. On a lancé un module Compensation Review, donc un module en plus dans notre produit. Et en fait, j'ai créé une boucle de nurturing dédiée à ce sujet-là, donc Compensation Review, revue de salaire, revue salariale. J'ai créé une boucle de 4 emails aussi, dédié à ce sujet-là, vraiment Compensation Review, où là, j'ai balancé tout le monde dedans. Vraiment, là, pareil. Je me suis dit, allez, Mégane, t'as vu que ça fonctionnait. J'ai mis tous les clients, et parce qu'on veut faire du cross-sell donc, pour les clients, et on veut faire en plus convertir les non-clients. Et donc, en fait, je les ai tous mis dans cette boucle-là. Une boucle de 4 emails, et j'envoie un email, pareil, là, j'ai un peu plus espacé tous les 20 jours. Et cette boucle-là fonctionne bien parce qu'à partir du premier email qui a été envoyé, je crois que c'était la semaine dernière, on a commencé déjà à avoir des deals qui tombaient, et du coup, grâce à HubSpot, j'ai pu un peu voir un peu le fil, le cheminement, qu'en fait, ils avaient ouvert cet email-là, et peut-être 10-15 minutes après, ils ont demandé une démo. Donc bon, je me suis dit que c'était peut-être lié. Mais et donc du coup voilà, donc en fait, je suis vraiment pas avare de créer des séquences pour justement quand il y a des choses un peu particulières où là voilà, on fait un lancement de produit, et c'est important de pas juste avoir le momentum de on l'a annoncé sur LinkedIn, on a fait un email d'announcement aux clients, aux prospects, etc. En fait, on va les nurture sur la revue salariale, pourquoi en fait ils ont besoin d'améliorer et d'optimiser leur revue salariale, etc., etc. Pareil, sans objectif de vendre, je pousse pas notre module, etc. C'est vraiment juste du contenu qu'on a créé en amont, notamment pour nous aider à ranker SEO, mais c'est du contenu de qualité pour autant, où justement on leur pousse ce contenu-là dans la boucle. Ok. Tu as parlé tout à l'heure d'ABM. Oui. Comment tu l'insères dans tout ça? Puisque l'ABM, c'est plus une manière de voir un peu ton marketing / ton sales, qui est plutôt basé, on va dire, sur des boîtes que vous visez, idéalement. J'aimerais bien comprendre comment tu insères tout ça dans ce modèle de nurturing. Alors, on est en train de repenser l'ABM. Okay. Donc, on a fait un premier, premier jet d'ABM. Peut-être pour introduire, des fois, il y en a qui ne connaissent pas aussi. Alors, on l'a déjà fait dans un autre épisode, mais il vaut mieux toujours... L'ABM, c'est quoi déjà, selon Mégane? Ouh, la pression. Donc du coup déjà c'est l'account-based marketing, et en fait c'est vraiment le principe de sélectionner vraiment des comptes que nous souhaitons vraiment targeter, des comptes cibles, et de les targeter avec des séquences, enfin en tout cas via des canaux, avec des messages ultra personnalisés. Et donc on avait fait un premier test l'année dernière où donc voilà, on s'est un peu équipé d'outils, on a fait un peu de data enrichment, etc., par rapport aux comptes que l'on souhaitait cibler. Et ce qu'on avait fait, c'était plus, je dirais, entre le one to few et le one to many. Donc pareil, je vais peut-être expliciter un peu les différents concepts. Donc il y a un peu 3 différents types de campagnes en ABM. Il y a le one to one où vraiment on va sélectionner les 4-5 comptes, des gros comptes, et on va faire de l'ultra personnalisation. Et il y a le one to few
où là, du coup, on va être sur, je dirais, une centaine de comptes. Et là, donc, c'est personnalisé, mais un peu moins à l'adresse de ces comptes-là. Et après, là, il y a le one-to-many, où là, on est sur plusieurs centaines de comptes et on est sur beaucoup, beaucoup moins de personnalisation. Et donc, en fait, nous, on avait fait quelque chose entre le one-to-few et le one-to-many, où on devait avoir... En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait segmenté des comptes par rapport à des pain points qu'on avait ciblés. En fait, on utilisait un outil qui s'appelle GoodFit. Et en fait, nous, on disait, par exemple, je vais te sortir des pain points que nous, on avait listés auparavant. Et par exemple, on se disait, bah, tiens, typiquement, sors-moi les boîtes qui ont republié une offre d'emploi. Parce qu'en fait, on s'est dit, bah, en fait, c'est quand même assez rare de republier des offres d'emploi. C'est signe que bah, tu as du mal à recruter. Est-ce que c'est par rapport au salaire? Est-ce que voilà, donc en tout cas, il y a une problématique quelque part. Donc ça, c'était un des nombreux scénarios qu'on avait. Et donc du coup, par exemple, là, notre outil va nous sortir une centaine de comptes ou 200 et quelques. On va les enrichir. Et ensuite, derrière, on les met dans des boucles qui sont personnalisées par rapport au pain point, à ce pain point-là. Donc, c'était pas forcément personnalisé par rapport au compte. Parce qu'on en avait beaucoup, on en avait peut-être 200 à 300 par batch, je dirais, de pain point. Mais du coup, plus par, bah voilà, j'ai vu que vous aviez republié une annonce, etc. Blablabla, donc, et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait donc cette séquence sales et on avait une séquence marketing qui tournait en même moment. En fait, on commençait par la séquence sales et en fait, une fois que celle-ci était terminée, on enchaînait par une séquence marketing pour du nurturing. Donc ça, c'est ce qu'on faisait. On n'a pas eu les résultats escomptés. Donc là, en fait, on est en train de tout retravailler l'ABM, de retravailler aussi les outils avec lesquels on travaille. Justement, bah, j'étais en train de travailler dessus hier, donc c'est plus que frais. En fait, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est... donc après avoir, parce qu'on est très alignement sales marketing aussi chez Figures, donc on se mettra d'accord aussi avec l'équipe sales. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est un mix. Et d'ailleurs, j'ai vu justement une stat il n'y a pas longtemps qui disait que 43% des marketeurs faisaient un mix entre one-to-few et one-to-one. Et en fait, moi, c'est ce que j'aimerais faire. C'est vraiment faire quelque chose où on puisse faire des choses quand même assez personnalisées, pas trop de comptes. Et tu vois, par exemple, faire des landing pages personnalisées, faire des LinkedIn ads où bah, tu interpelles directement l'entreprise, etc. Ça, c'est des choses que j'ai toujours vues et que j'aimerais bien faire. Et du coup, c'est vraiment se dire, bah, en fait, on sélectionne ces comptes-là. En fait, on peut de temps en temps se dire ah mais oui, mais du coup on se brise des chances, ou en tout cas voilà, mais en fait comme on fait du travail beaucoup plus qualitatif et qu'on est sur des comptes qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée, en fait au final on y revient, sachant les taux de conversion que nous on avait sur du one-to-many. Je pense qu'on peut avoir que des aussi bons résultats, voire des meilleurs sur du one-to-one, one-to-few. Et comment tu intègres le nurturing là-dedans? C'est-à-dire que tu vas, pareil, c'est la logique d'event, c'est la logique de les faire entrer dans ta newsletter ou autre, non, en fait... ou bien c'est plus pur cold emailing pour après les faire? Ouais, c'est ça, c'est pur cold emailing et ensuite on les met dans des boucles de nurturing que moi j'avais créées spécialement pour ces séquences-là selon les pain points. Donc tu vois, si on parlait recrutement, bah, j'allais être plus sur des contenus autour du recrutement. Si c'était plus rémunération, grille de salaire et autres, je sortais plus ces contenus-là. Mais en tout cas, c'était une séquence qui était dédiée vraiment pour le cold emailing. Ok. Je vais prendre 3-4 minutes avec toi juste pour défricher différents outils. Tu as parlé à pas mal d'outils, tu m'as parlé là de GoodFit, peut-être il y en a d'autres maintenant que tu défriches. Allons vers le côté stack. J'ai compris, il y a HubSpot, les riches qui ont HubSpot. Non, il y a un forfait startup. Hein. Oui, je sais, mais une startup qui marche au bout de 2 ans, 3 ans, ça monte très vite. Non, en vrai, HubSpot, c'est super, j'en suis convaincu, mais des fois, moi, je rencontre pas mal de clients, ou même juste des marketeurs qui se disent, ok, très bien, mais peut-être que j'ai juste pour de nurturing, et peut-être qu'il y a autre chose. Est-ce que déjà, peut-être de ce que tu as vu, si on peut prendre ça, je sais que vous utilisez HubSpot, mais vu que ça fait un moment que tu vois tout ce qui est nurturing, déjà, est-ce que tu peux nous conseiller quelques outils équivalents, ou un peu, même si c'est un peu moins bon, où tu sens que ça fait le taf, quitte à intégrer aussi le côté sales pipeline? Je sais que récemment, il y a Sendinblue qui a switché. Oui. Est-ce que c'est pertinent selon toi?
Alors, j'ai jamais essayé Sendinblue. Ce que j'ai essayé, donc sur l'outil sur lequel j'étais chez Home Exchange, et on était assez justement près de nos sous, je dirais. Donc, ça peut peut-être plaire aux gens. Je me souviens plus des tarifs pour être honnête, mais c'est une plateforme qui est pas connue, qui s'appelle Iterable, donc Iterable. Et en fait, elle était vraiment top. Je me souviens pour la segmentation, parce qu'en fait, j'étais passée de Marketo, qui était un enfer. Ah oui. Et je ne conseille à personne Marketo, en tout cas pas C'est pour les la stack marketeurs. Salesforce, non? Ah, je sais pas si ça fait Ça a été partie. racheté, Ah oui? un truc comme ça. C'est comme Pardot et compagnie. Là, En tout cas, c'est un enfer. Je pense que voilà, personne au marketing n'a jamais. Enfin, les gens qui ont créé ça ne faisaient pas de marketing. C'était un enfer. Donc, je suis passée de Marketo à cet outil-là. Et vraiment, c'était top pour la segmentation, pour les emails. Enfin, je sais qu'on était vraiment dessus. Et je sais que j'ai mon ancienne CRM manager de chez eux qui a changé de boîte et qui a installé Iterable justement et qui est devenue Iterable, je crois, spokesperson parce qu'elle adore et c'est vraiment top. Donc, ça gère aussi le pipeline ou pas trop? C'est juste les à séquences, voir, en fait. je sais que nous on le gérait que parce que voilà on était B2C et du coup on gérait que le CRM, mais à voir si ça m'étonnerait pas qu'ils gèrent aussi toute une partie pipeline. Ok. D'autres outils en dehors de ça, même pour ta stack aujourd'hui, c'est quoi la stack que tu as sur Figures, que ça soit peut-être l'enrichissement, peut-être tout ce qui est... On est en train de, justement, on était chez Cognism pour l'enrichissement et on est en train de, justement, je suis en plein défrichage, j'ai des calls avec Clearbit, donc qui a été racheté par HubSpot. Voilà. Pour voir les visiteurs. Ça pendant très longtemps d'ailleurs, on peut faire une parenthèse, j'ai voulu faire ça, voir les visiteurs et autres, et en fait c'est des prix fous. Ouais. C'est des prix assez fous parce que c'est selon ton nombre de visiteurs et on est à 7000 visiteurs par mois chez Figures et voilà, on est sur du 1200-1500 euros par mois. Voilà, donc mais non, c'était pas que pour ça, donc ça fait les visiteurs, mais en fait surtout ce qu'ils font, c'est que donc déjà ils enrichissent ta data dans HubSpot et en plus de ça, c'est qu'ils font ce que Goodfeed par exemple faisait, c'est en fait moi je te dis une liste de comptes de potentiels comptes qui pourraient m'intéresser ou de selon certains critères. Et en fait, ils te sortent. Ça, c'est très récent. Ils m'ont dit qu'ils avaient sorti ça il y a peu de temps. Ils te sortent une liste de comptes, du coup. Ah, c'est la mécanique du similar account, un truc comme ça. C'est tu lui donnes ce que tu veux et il te génère une liste. C'est ça. Ok. Et donc, ils le font bien, le résultat, et tu es satisfaite? On est en train de discuter avec eux. Donc, j'ai même pas le pricing et j'ai peur que ce soit cher parce que j'ai toujours pas le pricing après quelques rendez-vous. Ouais, c'est toujours pas ça. Ça, c'est mauvais signe, ça. Par expérience, ça sent mauvais. Donc, mais en tout cas, ils pourraient potentiellement remplacer 2 outils, quoi. Donc, tu vois, Cognism et Goodfeed en un seul. Donc, à voir. En tout cas, c'est potentiellement intéressant. Je sais que ça nous a été recommandé par quelqu'un de chez Pigment. Donc, Ok. Très clair. Sur la stack pure, donc là on a fait un peu le CRM, le nurturing. Vous envoyez depuis, d'ailleurs je me suis toujours posé la question, vous envoyez depuis les IP de HubSpot, non? Ou c'est depuis vos emails? Oui, c'est les IP d'HubSpot parce que ça coûte cher de faire sa propre IP, etc. Donc oui, on a une IP partagée. Ce qui, propre, y a pas de... Elle est propre. Ça va, c'est vrai que ça c'est toujours le risque quand tu prends une IP partagée, du coup forcément c'est moins cher, mais voilà, tu sais pas avec qui tu tombes. Écoute, la délivrabilité ça va, donc je pense que tout le monde fait ses devoirs avec nous. Mais c'est vrai que pendant un moment, en fait, justement, quand on a des problèmes de délivrabilité, la question s'est posée d'avoir une IP propre, mais en fait quand on a vu les prix, on s'est dit bon bah on va cleaner et on va essayer de... Pour l'instant on reste comme ça. Allons maintenant vers le sujet de tout à l'heure. C'est le ROI. Oui. C'est comment je sais que ce que je fais marche, comment je défends mes budgets par la suite au niveau plutôt CEO ou founder pour lui expliquer qu'en fait, voilà, le nurturing, il a tel impact. Je vais reprendre un peu un ancien épisode que j'ai eu avec Patrice de chez Partout. Où il m'a que je connais bien, c'est justement mon mentor, il fait du mentorat. Oui. Il est le mentor de plein de monde. C'est vrai. Il y a eu 2-3 personnes qui sont passées ici, ils disent oui, c'est mon mentor. Donc, je pense que c'est le roi des mentors. Lui, j'aimais bien, il avait ce côté un peu, il m'a dit, c'est l'influence marketing, c'est comme ça qu'il le voyait. Oui. Cette logique de touch point aussi, et que en gros ton travail, c'est pas de dire oui, c'est moi qui a fait le lead, mais en fait j'ai contribué et c'est ce qui compte, et que
et que c'est très compliqué de traquer à la lettre, d'où cette ultime problématique de l'attribution en quelque sorte. Aujourd'hui, toi, chez Figures, je vais le dire un peu plus normal si tu veux, ou pas, chez Figures, est-ce que il y a aujourd'hui une mécanique que tu utilises qui permet de dire clairement que le nurturing impacte le business ou impacte le ROI de telle ou telle manière? Ouais, c'est assez compliqué de montrer cette influence-là. En fait, donc du coup, pour revenir un peu sur le sujet justement d'attribution, j'ai regardé beaucoup, justement, la dernière fois, j'ai regardé le podcast de Bulldozer sur le sujet d'attribution avec voilà, l'ex-CMO d'Aircall, etc. Et en fait, c'est vrai que, enfin, même en parlant avec des pairs, personne n'a jamais... Enfin, déjà, il n'y a pas de réponse à quelle est la bonne attribution. Donc, en fait, ce qu'on fait chez Figures, c'est qu'on fait au first touch. Mais je dirais que comme on est en fait sur des deals, tu vois, genre on commence à monter en gamme, donc on commence à avoir des deals quand même qui deviennent de plus en plus avec un montant, avec un panier moyen de plus en plus élevé. On n'en a pas 10 000 par mois. Donc en fait, ce qui permet à chaque fois qu'il y a un nouveau deal, moi je regarde manuellement l'historique de la personne qui a pris rendez-vous. Et en fait, ce qu'on s'est un peu dit avec l'équipe sales, c'est que donc c'est first touch, mais par exemple, si c'était, admettons, il est venu via une paid ads il y a 2 ans, et là il revient là demain via, je sais pas, le social media ou via un call d'email, bah en fait on va l'attribuer au dernier parce que c'était il y a 2 ans, on se dit bon, depuis, voilà. Ah, Donc en fait, ce qu'on a une règle, c'est à peu près 1 an et quelques. ok. Donc c'est à peu près ce qu'on se donne. Parce que du coup, c'est vrai que ce serait un peu malhonnête de ma part d'attribuer ça au marketing alors que les sales viennent de faire une séquence. C'est un peu voilà, de dire bah non, en fait, ils sont venus il y a 2 ans via mon ad, c'est sûr, l'attribution, c'est l'ad. Donc du coup, voilà, c'est ce on s'est dit que c'était la chose en termes de... Enfin, en bonne intelligence, on fait ça. Comme ça, il n'y a pas de frustration aussi du côté de l'équipe sales, parce que quand ils font des séquences de call outreach, souvent, enfin, ça va être des closed lost, donc ça va être des deals qui ont closé il y a 1 ou 2 ans. C'est pas faire de dire, ah bah oui, en fait, non, mais c'était le paid ou c'était le social media. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'on fait côté attribution. Maintenant, en termes d'influence marketing, surtout pour le nurturing et l'email, ce que je te disais, en fait, j'ai mis en place des dashboards où vraiment, moi, je vois, en fait, à chaque fois que quelqu'un passe dans mon cycle de nurturing, à la fin, donc de tout mon cycle HubSpot, je lui fais avoir une propriété sur HubSpot que j'ai créée, Completed Marketing Nurturing. Et en fait, quand il arrive à la fin, ça le fait rentrer en yes. Donc du coup, j'ai tous mes gens qui sont passés dans mon nurturing. Et donc en fait, voilà, j'ai un dashboard qui me permet de voir tous les gens qui passent dans mon nurturing par mois. Et comme je te disais, le nombre de deals créés et le nombre de pipelines générés. Et en fait, cette pipeline générée-là, je la vois aussi par lead source. En fait, je la filtre par lead source parce qu'en fait, c'est jamais l'email marketing, en fait, la source. Parce qu'en fait, ces gens-là qui étaient dans mon lead nurturing, déjà, ils sont peut-être venus via un webinar, ils sont peut-être venus via une ads LinkedIn où ils ont téléchargé l'ebook. Dans tous les cas, en fait, l'attribution ne sera jamais l'email. Et donc, en fait, moi, ça me permet de voir un peu, justement, l'impact du nurturing. C'est pour ça, en fait, ça m'a permis de voir qu'en fait, on génère, enfin, en tout cas, on aide, là, on influence à générer 130 à 150 cas par mois, ce qui n'est pas négligeable. Et en fait, c'est vrai que ça permet aussi de, derrière, comme tu disais, pouvoir prouver en fait la force du nurturing. Et enfin, pour autant, on met pas des moyens de fou, enfin, à part HubSpot et un peu de montant, voilà, pour optimiser. Mais c'est pour montrer en fait l'influence aussi de l'emailing qui est, enfin, c'est pour ça aussi que je voulais faire ce sujet-là aujourd'hui, qui est souvent sous-estimé, alors qu'en fait, l'influence est là, quoi. Donc, tu as parlé de First Touch. Oui. Et tu as mis, en tout cas, tu as intégré une logique de temporalité Oui. qui fait que ça peut être last touch. Oui, c'est ça. J'aime bien, ok. C'est-à-dire que en fonction de comment vous gérez un peu vos cycles en interne, voilà, tu as défini des petites règles assez simples. Oui. Ok, pour attribuer. Non, c'est ça. Et puis, donc ça permet non seulement d'avoir, tu vois, genre d'éviter les guéguerres marketing sales. Ouais. Donc ça permet ça. Et ça permet aussi d'avoir la vision au plus juste, en fait, des performances des canaux. Parce que tu vois, admettons, comme je te disais, l'exemple avec Paid Ads, ça arrive assez souvent.
En fait, si je commence à dire que l'attribution c'est paid ads, du coup, je vais me dire à la fin d'année, paid ads, en fait, ça m'a rappelé plein de leads, etc. Et du coup, je vais mettre vachement de budget dessus, alors qu'en fait, c'était pas forcément ça. Donc, ça permet aussi d'avoir l'attribution la plus correcte, je dirais, possible, même si c'est impossible d'avoir une attribution 100% correcte, parce que peut-être que c'est une ad sur LinkedIn sur laquelle il a pas cliqué qui lui a fait changer d'avis sur nous. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet d'avoir vraiment le truc le plus juste pour communiquer aux équipes, communiquer aussi du coup au CEO les canaux qui performent le plus, faire le budget marketing, etc. Donc en tout cas, pour le moment, ça fait peut-être 6 mois qu'on a mis en place cette attribution-là. On en est en tout cas plutôt satisfait pour le moment. Ok. C'est quoi la sorte de North Star métrique ou métrique principale, ou peut-être les 2-3 métriques principales que tu suis, peut-être que tu communiques même que tu as dans ton dashboard, juste pour voir si aujourd'hui, demain, moi je mets en place une sorte de suivi, une sorte de dashboard de suivi de mon nurturing, c'est quoi la KPI que je suis censé suivre? Pour le nurturing principalement ? Ouais. Pour le nurturing, déjà moi je regarde, je dirais que les principaux KPI, ça va être tout ce qui est KPI emailing, donc ça va être délivrabilité. Quand tu dis délivrabilité, c'est l'ouverture? Non, c'est par exemple le bounce rate. Le bounce rate ou le taux de délivrabilité aussi, généralement c'est 98-99%, ça devrait être vers là. Je regarde l'open rate, je regarde du coup les click rates et le taux de unsubscription. Ça, je regarde ça, vraiment, pour vraiment avoir les trucs vraiment macro, tu vois, pour voir les performances. Après, ce que je regarde toujours, et comme je te disais, vraiment, le marketing, c'est générateur de pipeline. Je regarde combien on génère de pipeline. Je regarde aussi combien de gens rentrent dans les cycles, dans les boucles de nurturing. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, je crois que c'était fin Q4, début Q1, on s'est rendu compte qu'en fait, on passait de 100 personnes qui rentraient dans le cycle par mois à peut-être 50, 40. Et en fait, c'est autant en fait, on a vu la pipeline aussi générer, chuter, on a vu tous les chiffres chuter. Et en fait, c'est des chiffres qui, si tu ne regardes pas vraiment, si tu n'as pas un dashboard clé, en fait, tu t'en rends pas forcément compte, tu vois, business as usual, etc. Et en fait, on s'en est rendu compte et c'était parce qu'en fait, on poussait moins des LinkedIn ads sur les e-books. Et ça, c'est ce qui nous rapporte le plus de MQL. Et en fait, on avait baissé un peu parce que LinkedIn, c'est extrêmement cher et on s'était dit, bon, voilà, c'est la période de Noël, etc. On commence à arriver mi-décembre, on va peut-être couper un peu. Janvier, les gens reprennent, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait vraiment fait chuter le nombre de leads. Donc là, on s'est dit, allez, on va rebooster un peu le nombre de leads entrants, tout en restant dans nos budgets. Et en fait, après, c'est un sujet aussi annexe, mais c'est vrai que LinkedIn Ads nous fonctionne beaucoup pour nous ramener des MQL. C'est vraiment ce sur quoi on s'appuie, plus que sur de la démo ou autre. Juste pour rebondir sur ce point récemment, parce que je parle un peu constamment, notamment dans le B2B SaaS, que ça reste un SaaS B2B. LinkedIn revient, parce que jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, j'entendais plus autre chose en termes de coût, en termes de pertinence. Et là, toi, tu me dis que en tant que canal, il revient. Ça, c'est juste entre parenthèses. Oui. On n'a jamais coupé LinkedIn. Okay. C'est extrêmement cher. Ouais. Il doit y avoir des beaux locaux, je pense. Ouais. C'est extrêmement cher, mais en fait, c'est notre seul moyen vraiment de targeter notre cible RH et autres de façon pertinente, parce que Google, en fait, on peut pas. Meta, c'est quand même assez... c'est large. C'est très très large, et impossible de cibler des RH, des choses comme ça. Bon, c'est beaucoup moins cher. Et donc en fait, LinkedIn, on a toujours gardé. On a fait des tests avec est-ce qu'on essaye de la lead gen, est-ce qu'on essaye différents, même promouvoir des événements, etc. Mais ce qui marche vraiment toujours, c'est le MQL et pousser des e-books, pousser des contenus. C'est comme ça qu'on génère quasiment tous nos MQL, une grosse partie. Et le coût par MQL peut être assez bas. On est aux alentours de 20 € par MQL. Donc, ce qui n'est pas... Ça va. Oui, sachant qu'en plus, on a une audience. Bon, on essaie d'avoir une audience large, pas non plus avoir une audience trop restrictive. Mais on reste toujours dans les RH. Donc, dans tous les cas, ça sera quelqu'un... Bon, ce sera peut-être... un assistant RH, ce sera peut-être un alternant RH, mais après, il ne faut pas non plus, je pense, sous-estimer. En fait, justement, j'entendais la CMO d'Aircall la dernière fois qui parlait d'ABM,
J'ai aussi regardé sur la BM. Et en fait, elle disait qu'il fallait pas sous-estimer, justement, pas forcément parler qu'aux décideurs et pas sous-estimer les assistants et autres qui peuvent être des influenceurs. Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. C'est, en fait, c'est pas grave, c'est un assistant RH, bon, c'est pas la majorité de nos MQL, mais on les nurture quand même. Et c'est pas pour autant qu'on les enlève de nos séquences. Et peut-être que plus tard, en fait, ils sont pas voués à rester assistants RH toute leur vie. Et en fait, peut-être que plus tard, en fait, ça fonctionnera et ils se souviendront de nous pour leurs besoins. Super intéressant, surtout que du coup, si je résume bien, LinkedIn Ads peut devenir une sorte de nitro pour le nurturing, puisque en gros, ça peut accélérer. Tu peux, j'imagine. Il y a une option de retargeting aussi où on peut Oui, tu peux retargeting. Oui. On peut charger la base. Oui, tu peux. Ah pas mal. Ok, bon voilà, ça c'est de prix. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de tous ces sujets d'attribution, en tout cas, ce qu'il faut suivre. Moi, j'aimerais bien finir ensemble sur ok, tout ça c'est beau, mais on n'a pas parlé de tous ces gens qui produisent ce contenu. Comme j'imagine que peut-être tu as aujourd'hui peut-être une manière de faire pour aller plus vite dans la rédaction, que ce soit du e-book, que ce soit de ces emails pour itérer. J'aimerais bien parler de comment on produit du contenu, comment on produit du contenu de qualité, en tout cas on s'assure que c'est quali, et comment aussi on le fait à une grande quantité, parce que là, de ce que j'entends, il faut servir un peu tout le monde, préparer des workshops. Comment on fait ? Très bonne question. Il y a plusieurs écoles. Bien entendu. En fait, du coup, pour faire un peu une parenthèse sur tout le contenu qu'on génère chez Figures, on a du contenu purement, je dirais, SEO. Par exemple, des articles type glossaire, pour ranker sur des mots-clés un peu externes, mais qui seraient intéressants pour nous d'avoir. On va avoir le contenu, je dirais, quali. Comme je disais, en fait, celui qu'on pousse dans les blogs. On a une content writer qui est spécialisée RH en plus, qui nous fait des articles de blog très quali. Elle n'a pas du tout de guideline SEO. C'est vraiment, mais bon, on sait que un article de qualité est voué aussi à ranker. C'est pas que de la suroptimisation. Après, pour tout ce qui est e-book aussi, on passe généralement par des copywriters. Donc en fait, donc pour tout ce qui est SEO, je vais mettre de l'IA pour générer des briefs. Qui soit le plus... qui me permettent de donner à la copywriter qui est spécialisée SEO, en fait, dans telle partie, il faudrait qu'il y ait telle sous-partie, telle sous-partie, telle sous-partie, dans la deuxième partie, et ainsi de suite. Donc ça, moi, je mets beaucoup de l'IA, ça me permet de générer des briefs de façon beaucoup plus rapide, et en fait, sur des sujets, moi, en fait, si c'était moi qui devais le faire, je suis incapable de savoir. Donc ça, moi, je me fais aider pour ça. Après, pour le contenu, un peu plus quali, vraiment, il y a une relecture qui est faite de moi-même ou de notre VP People, parce que donc, c'est des sujets RH. En plus, on aime bien prendre parti sur certains sujets, donc pour être sûr qu'on soit aligné sur un peu les prises de parti, les prises de position. Donc ça, c'est relu. Et en fait, on a une très bonne copywriter qui nous écrit peut-être 4 articles par mois. Okay. Et puis des beaux articles, etc. C'est une freelance, c'est une freelance. Okay. C'est une freelance. Pareil pour les e-books, c'est freelance. Et après, pour tout ce qui est workshop, webinar, on utilise beaucoup donc notre CEO qui parle beaucoup et qui est très bon à cet exercice-là. Et en fait, comme il vient du milieu des RH, il n'a pas forcément besoin de préparer beaucoup, il connaît déjà les sujets, il parle avec beaucoup de RH forcément avec les clients. Donc en plus on fait intervenir des clients qui mettent leur cas d'usage. Donc ça c'est assez... c'est beaucoup de contenu en globalité à produire, mais il y a un peu... il y a des process qui sont mis en place. Et pareil, tu vois, avec la content writer qui nous écrit les articles, je lui partage la roadmap marketing. Du coup, même, tu vois, si c'est une freelance, je lui partage la roadmap. Je lui partage un peu les sujets sur lesquels on voudrait s'axer. Elle me dit, tiens, on pourrait parler de tel sujet. Enfin, on fait un peu de brainstorm sur les sujets. Donc c'est aussi un travail aussi en amont pour définir les sujets, que ça colle avec notre roadmap marketing, avec nos actualités de produits et nos besoins business. Donc, si je compte bien, il y a toi, il y a la freelance copywriting globalement.
C'est ça, et une freelance SEO. Une freelance SEO. Elle fait quoi, la freelance SEO? Elle rédige que les articles SEO et qui sont vraiment... elle est spécialiste en SEO, donc c'est vraiment de la suroptimisation SEO. Le côté keyword. C'est ça, exactement. Keyword, tout ça. Ouais. Ok, bah écoute, très clair. Alors, est-ce que tu penses qu'on a tout abordé un peu, donc pour un peu clôturer cet épisode qui était très, très... en tout cas, beaucoup d'insights. Est-ce que peut-être il y a autre chose que tu voulais mentionner ou tu penses qu'on a quasiment tout abordé jusque-là? Je pense qu'on a tout abordé et j'espère que, en tout cas, ce qu'on en retiendra, c'est que l'email n'est pas là pour vendre. Arrêtez de vouloir pousser des liens de démo dans vos emails et vraiment pousser du contenu de qualité. C'est vrai que, et aussi pour justement écrire du contenu de qualité et pousser du contenu de qualité, c'est important d'en lire aussi beaucoup. Donc je ne peux qu'encourager aussi justement, moi je suis abonnée à pas mal de newsletters RH, etc. Je me nourris un peu de ce qui se fait et voilà, pour justement après, comme je disais, on parle beaucoup contenu avec la copywriter pour voir un peu ce qui pourrait fonctionner. Donc voilà, donc je ne peux que vous inciter à pas prendre l'email comme... Enfin, souvent, c'est assez sous-estimé, je trouve, l'emailing. Tout le monde se dit, c'est has-been en 2024, tu me parles d'email. Sauf qu'en fait, tu vois, genre, par exemple, les réseaux sociaux, enfin, tu vois, par exemple, ton compte Facebook ou autre, enfin, tu vois, moi, j'en ai plus. Alors que l'email, en fait, tu auras toujours un email. Il y aura toujours un email. Tu auras toujours un email. Donc, ça, c'est quelque chose qui, même si c'est pas... peut-être ce qui génère le plus de business, en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas être sous-estimé. C'est le truc qui se renouvelle le plus malgré les apparences. Exactement. Et c'est générateur, c'est ça, et c'est générateur de pipeline un peu indirect ou direct aussi assez fréquemment. Parfait. Merci beaucoup, Mégane. Merci pour l'invitation. C'était très intéressant et puis je te dis à très vite. À très vite.